Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu sur le programme, on va avoir une petite discussion sur le thème de la croisade anti-genre en Europe. L'expression croisade anti-genre en Europe, c'est un clin d'œil à un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant, de Sara Gavarnioli et de Massimo Prearo, qui sont deux chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui se sont du coup intéressés au versant des mobilisations contre l'égalité qui ont lieu un peu partout dans le monde, mais du coup pour des raisons d'intelligibilité, on va le ramener sur le champ du continent européen. Donc en gros, qui se mobilise contre l'égalité des droits pour les personnes LGBTI sur le continent européen. Pour ce faire, je vous propose qu'on divise en 3 temps la conférence. D'abord, qui dit croisade dit que quelqu'un appelle à la croisade, donc qui appelle à mener cette croisade anti-genre, qui mobilise. Ensuite, qui sont les croisés, donc qui sont les organisateurs de ces mobilisations, quels sont leurs réseaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent, pourquoi ils le font. Et ensuite, troisième partie, sur quoi porte la croisade. En fait, si cette croisade existe, si elle a un succès populaire plus ou moins grand en fonction des différents États européens, comment cela se fait-il en fait? Qu'est-ce qui est mobilisé, qu'est-ce qui fait que ce champ de bataille, cette croisade, peut avoir un succès populaire ou non dans une partie des différents États européens. Donc, maintenant que je vais cadrer ça, sur la première partie, donc, qui appelle à la croisade. Bon, sans trop grande surprise, de manière assez conforme à ce qui se passe historiquement, l'institution qui appelle à mener cette croisade anti-genre est la même que celle qui a appelé à mener toutes les autres croisades, à savoir l'Église catholique. L'Église catholique, qui est la principale confession encore sur le continent européen, et qui, quand on parle d'Église catholique, il faut savoir qu'on parle aussi d'un État, parce que l'Église catholique a l'État du Vatican, qui lui donne une souveraineté territoriale sur le sol italien, et par ailleurs, il y a la personnalité juridique du Saint-Siège, qui est représentée aux Nations Unies, qui est représentée au Conseil de l'Europe, donc bref, qui a un corps diplomatique, qui a des fonctions d'État. L'Église, a priori, ça semble plutôt normal qu'elle appelle à se mobiliser contre les droits LGBT, contre l'égalité, au motif que le principal créneau de l'Église serait la défense de la famille. Quand je dis la famille, sous-entendu évidemment la famille traditionnelle. C'est un constat qui est vrai à l'heure actuelle, mais qui mérite d'être interrogé pour pouvoir le comprendre historiquement. Parce que l'Église n'a pas toujours fait de la famille sa préoccupation principale, ni son principal objet de défense. Historiquement, pendant très longtemps, la famille n'est pas un sujet pour l'Église parce que la famille est vue avec suspicion par l'Église. La famille, c'est l'endroit un peu secret, celui qui se dérobe au regard du prêtre. C'est l'endroit des relations sexuelles qui sont toujours soupçonnées d'être des relations pécheresses. Donc pendant très longtemps, historiquement, l'Église se méfie de la famille. Le tournant, il commence à avoir lieu au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, la famille devient un objet de gouvernement. C'est-à-dire que les États s'intéressent aux familles parce qu'il faut assurer la reproduction de la nation. Donc il faut des familles saines, il faut des familles éduquées, il faut des familles, bref, qui correspondent aux attentes des gouvernements. Donc les familles deviennent un objet de politique et ça le devient aussi pour l'Église. Pour plusieurs raisons, simplement parce que l'Église, dans ces moments où les États-nations se constituent, ils se constituent souvent en rivalité avec l'Église. Et du coup, pour l'Église catholique, il y a un enjeu à assurer la permanence de familles catholiques qui permettent d'assurer la reproduction du corps des fidèles par le fait qu'ils auront des enfants auxquels la foi sera transmise. Donc la famille, à partir du XIXe siècle, devient un objet de préoccupation pour l'Église et ça va aller crescendo. La première fois où l'Église se prononce vraiment pour la famille au XIXe siècle, c'est à partir des années 1880 et notamment à partir de 1891 avec la publication par le pape de l'encyclique Rerum Novarum. C'est l'encyclique qui fonde la doctrine sociale de l'Église et qui fait de la famille l'unité de base de la société. Donc c'est la première fois que la famille se voit consacrer ce rôle-là par l'Église catholique. Et comme je le disais, ça va aller crescendo, notamment après en 1930 avec la publication d'une autre encyclique, Casti Connubii, qui, pareil, refait de la famille ce qu'on appelle une église domestique, c'est-à-dire que c'est l'image de l'église en plus petit, et là toujours la cellule de base de la société. C'est aussi l'encyclique qui va le plus loin pour l'époque sur les questions de contraception, sur les questions de divorce, parce que l'idée est bien que l'Église se préoccupe de la santé des familles pour pouvoir assurer sa survie. Ça continue à augmenter, notamment sous le pontificat de Jean-Paul II,
où Jean-Paul II fait des familles son cheval de bataille, notamment dans la lutte contre les nouvelles idéologies qui menacent l'Église catholique, et notamment, vu le contexte de Jean-Paul II qui est un pape polonais, contre le communisme et contre toutes les idéologies subversives qui ont émergé à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Et notamment avec une focale très importante sur la relation sexuelle, hétérosexuelle au sein du mariage, puisque le pape Jean-Paul II a développé ce qu'on appelle la théologie des corps, où il insiste sur la complémentarité sexuelle entre l'homme et la femme, et complémentarité sexuelle dans le langage de l'Église, naturellement vous le savez, quand on dit complémentarité on sous-entend différence. Différence sous-entend une relation d'inégalité structurelle où l'homme est à la place qui est la sienne dans la société, donc une société patriarcale, et la femme lui est soumise. Mais en tout cas, ça devient un objet important de la théologie catholique à ce moment-là, et avec la création notamment du Conseil pontifical pour la famille en 1981. Donc apogée, à partir sous Jean-Paul II, de la préoccupation de la famille dans l'Église catholique, qui se voit confrontée, puisque l'Église catholique est dans une société, à l'émergence de revendications pour l'égalité, notamment avec les luttes LGBTI, qui émergent également et qui se renforcent durant ces années-là. Et c'est le moment où l'Église, pour la première fois de son histoire aussi, va s'intéresser à l'homosexualité. Historiquement, l'Église n'a pas de conception de l'homosexualité. L'Église dénonce le péché de sodomie. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'acte de sodomie, mais pas la personne. N'importe qui peut être un pécheur qui pratique l'acte de sodomie, mais ça ne lui est pas lié constitutionnellement dans une identité. À partir de 1975, pour la première fois, l'Église s'intéresse au sujet homosexuel et parle de personnes homosexuelles. Et l'Église, pour la première fois, va qualifier une certaine catégorie de personnes comme souffrant d'une affliction, d'une tendance qui est objectivement désordonnée. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu cette expression, mais pour l'Église, l'homosexualité est objectivement désordonnée. Ça monte encore crescendo. 11 ans plus tard, le cardinal Ratzinger, qui est devenu après le pape Benoît XVI, publie pareil un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La Congrégation pour la doctrine de la foi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est le nom moderne du Saint-Office de l'Inquisition. Donc c'est le corps dans l'Église qui est chargé d'assurer la pureté doctrinale et du dogme de l'Église catholique. Et là, pareil, où il fait tout un texte qui se consacre sur la question de l'homosexualité pour rappeler le fait que c'est quelque chose de désordonné. 1992, le même Ratzinger publie un texte qui condamne les législations pour l'égalité et qui interdisent les discriminations envers l'homosexualité, au motif que si on interdit les discriminations, on reconnaît comme étant une orientation valide l'homosexualité, et du coup ça voudrait dire qu'elle est équivalente à la norme désirable qu'est l'hétérosexualité. Pareil, 2003, le pape Ratzinger, sous l'autorité de Jean-Paul II, publie un texte qui condamne les unions civiles et les mariages pour tous, puisque c'est à ce moment-là que les premiers commencent à avoir lieu un peu partout dans le monde. Donc on voit bien du coup comment à partir des 70, l'homosexualité devient un objet de préoccupation pour l'Église comme étant une menace contre la famille, qui est elle-même devenue l'objet de gouvernement central de l'Église. À l'époque, on ne parle pas encore de genre. Le genre commence à émerger pour l'Église comme catégorie à partir de la première décennie du XXIe siècle. Pourquoi ? Justement parce que le genre commence à être une catégorie qui est employée dans les réflexions universitaires, dans le champ militant, et que l'Église rencontre pour la première fois dans les années 90, notamment à la conférence du Caire de 1994 et à la conférence de Beijing de 1995. Donc deux événements internationaux sur les droits des femmes où la notion de genre est employée. Et à partir de ce moment-là, l'Église prend conscience de ce phénomène nouveau et décide d'entamer une réflexion sur ce que le genre veut dire pour elle. Et ce qui donne lieu à la publication, là aussi l'année 2003, d'un lexique sur les termes ambigus relatifs à la famille et à la sexualité, où pour la première fois, il y a une entrée sur le genre, théorie du genre, idéologie du genre. Où en gros, là, l'Église dit qu'il y a une nouvelle doctrine qui émerge d'universitaires, notamment une que l'Église désigne en gros comme étant la papesse abominable de la théorie du genre, qui est Judith Butler, pour celles et ceux qui la connaissent, et du coup l'Église désigne ces universitaires-là comme étant les promoteurs d'une idéologie de subversion qui vise à dire qu'une femme égale un homme, et du coup en niant la différence fondamentale entre les femmes et les hommes, ni l'ordre naturel de la société, et vise à détruire les fondamentaux de la société. Donc à partir de ce moment-là, l'Église a créé le concept idéologique du genre qui après sera diffusé pendant plusieurs années, qui sera repris dans les différents cercles catholiques. Le fait d'élaborer ce concept d'idéologie du genre, ou théorie du genre pour l'Église, ça lui rend plusieurs services. D'une part, ça amalgame plusieurs ennemis traditionnels de l'Église.
Parce qu'en parlant de ces universitaires ou de ces militants qui remettent en cause l'ordre naturel, de la reproduction familiale, de la condition de la femme comme étant premièrement une mère, ça permet à l'Église de frapper à la fois les militants pro-avortement, les militantes féministes, les militants LGBTI, les universitaires progressistes, tout ça, toutes ces catégories ennemies traditionnelles de l'Église sont amalgamées en un tout, théorie du genre. Ce qui permet du coup de désigner un seul adversaire. C'est un autre avantage, c'est que l'Église, en prenant le signifiant genre et en politisant en disant théorie du genre, permet de poser les termes du débat sur un terrain qu'elle veut. Puisque quand il y a eu les débats sur le mariage pour tous, il y a eu une armada de journalistes qui se sont dit « Qu'est-ce que c'est que la théorie du genre ? Est-ce que ça existe la théorie du genre ?» Et après chacun devait dire « Oui, ça existe, non, ça n'existe pas. Oui, il y a des études de genre, mais ce n'est pas la théorie du genre. » Mais bref, l'Église a imposé le terme qu'elle voulait, théorie du genre, ce qui fait que le débat a eu lieu sur un terrain sur lequel l'Église était à l'aise, puisque c'était le terrain qu'elle a politisé et qu'elle a conceptualisé pour affronter les militants et militantes de l'égalité. Donc voilà comment est-ce que la notion de théorie du genre a émergé dans le champ de l'Église catholique et comment l'Église catholique a appelé ses fidèles à lutter contre la théorie du genre, l'idéologie du genre. Ce qui m'amène maintenant à parler justement de qui sont les croisés. Parce que l'Église peut appeler à lutter contre ça, mais pour que c'est une réalité sociale, il faut qu'il y ait des gens qui s'en emparent et qui décident de mener activement une forme de lutte sociale contre la dite théorie du genre. Alors ces croisés, pour beaucoup, je prends par exemple les exemples français et italiens, ceux qui sont à l'origine des manifestations, ce sont des militants catholiques qui sont déjà engagés dans d'autres luttes, pour beaucoup dans la lutte contre l'avortement, et qui ont déjà tout un capital de relations sociales, d'entrées politiques, qui ont déjà une culture de comment se mobiliser, qui du coup vont être la colonne vertébrale des futures mobilisations à venir contre l'égalité des droits, que ce soit en France ou en Italie. Sachant que, il faut peut-être, là je mets juste une petite précision, les militants catholiques qui sont engagés dans les luttes contre l'avortement ou contre d'autres formes de lutte pour l'égalité ou pour la dignité humaine, ces militants-là, contrairement à ce que peut essayer de faire croire l'Église, souvent n'attendent pas que l'Église leur donne des consignes. L'Église catholique a tout intérêt à faire croire que quand elle dit « mobilisez-vous », les gens obéissent tout de suite. Parce que pour l'Église, ça permet de se valoriser et de répondre à la question « le pape, combien de divisions ?» L'Église fait comme ça, elle dit « il y a tous les types derrière moi, c'est moi qui les mets en marche ». Ce qui n'est pas le cas parce que souvent, les dits militants catholiques sont parfois plus radicaux que la hiérarchie ecclésiastique, qui essaie d'être plus prudente lorsqu'elle appelle à des mobilisations. Donc souvent, ils débordent les consignes même de l'appareil ecclésiastique. Donc, d'une part, dans les gens qui se mobilisent dans la cause de l'anti-genre, il y a ces différents militants qui étaient intégrés dans différents réseaux catholiques existants, lutte contre l'avortement, réseaux traditionnalistes, etc. Dans les croisés, il faut voir aussi que ces croisés qui organisent des manifestations, ils organisent également tout un travail de labour du terrain. Parce qu'il faut... Eux sont convaincus des méfaits de la théorie du genre, mais il faut autant qu'ils fassent un terrain, on va dire, de conquête d'une forme d'hégémonie pour que le thème infuse un peu partout et que, quand ils décident de lancer la mobilisation, ça fasse écho auprès de certaines personnes. Et justement, là, l'Église catholique est très utile pour ces militants parce que l'Église catholique a une ressource matérielle très concrète qui sont des ressources immobilières. C'est-à-dire que, par exemple, pour organiser une conférence, il faut une salle. Et l'Église catholique, des salles, elle n'en manque pas. Et par exemple, en Italie, les juristes engagés dans la lutte contre l'avortement, comme par exemple Massimo Gondolfini ou Gianfranco Amato, qui sont des juristes très engagés dans la lutte contre l'avortement, ils ont fait toute une série de conférences en Italie en prenant appui sur les salles paroissiales qui étaient mises à leur disposition par les prêtres. Pour vous donner une idée de l'ampleur, entre 2013 et 2016, les deux personnes que j'ai mentionnées ont fait plus de 1200 conférences à travers l'Italie pour alerter les gens sur la théorie du genre. Où en gros vous avez environ une centaine de personnes qui vont à la paroisse, parce que le prêtre les a appelés à aller à cette réunion. Il vous explique que la science prouve que les femmes et les hommes sont différents, parce que différence au niveau des chromosomes, différence au niveau des perceptions neuronales, tout ce que vous voulez. Ce qui est un élément important, petite parenthèse sur ça, les activistes de la croisade anti-genre font paradoxalement assez peu référence à la religion. C'est-à-dire qu'ils ont intégré que nos sociétés raisonnent beaucoup à partir de l'expertise, notamment de l'expertise scientifique. Donc, à part quelques illuminés, vous avez rarement eu des personnes qui ont dit « la Bible dit que ». C'est des psychanalystes qui vont vous dire « la différence père-mère est très importante pour la structuration de l'enfant ». Ou l'anthropologie nous apprend que c'est une constante de toutes les sociétés, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes.
et du coup ils mobilisent le registre de l'expertise scientifique pour justement ne pas apparaître comme étant des fanatiques religieux, ce qu'ils sont pour la plupart. Même ce qu'ils sont pour tous d'ailleurs, pas la peine de s'embarrasser de Twitter de gazelle. Donc bref, souvent ces conférences, d'abord c'était mobiliser et assommer la salle à coups d'arguments scientifiques, et puis après dire, il y a des idéologues, c'est là où la notion d'idéologie est pratique, puisque si c'est des idéologues, ils ne sont pas scientifiques. Donc tous les universitaires qui disent ça, ce sont des pseudo-scientifiques. Ça permet d'intégrer tout de suite un certain nombre de mots-clés, après en disant, ces militants LGBTI machin truc, eux essaient de subvertir l'ordre naturel qui est prouvé scientifiquement. Et du coup, ça infuse dans la conscience des gens. Et il y a eu pas mal de travaux sur le cas italien où du coup, quand les gens après entendaient LGBT, etc., ils se rappelaient de la conférence qu'ils avaient vue et tout de suite ils disaient, ces gens-là qui veulent nous imposer des trucs qui sont contraires à l'ordre naturel. Donc voilà, le travail de conférence et de labourage qui est fait par ces militants traditionnels, qui après pratiquent un autre type de mobilisation pour avoir un autre type de croisée, ce sont les partis politiques. C'est-à-dire que ces gens-là pratiquent l'entrisme. C'est-à-dire qu'ils vont soit essayer de créer des partis, c'est le cas par exemple en Italie où il y a eu un petit parti qui a été créé qui s'appelle le Peuple de la Famille, qui a fait un score absolument ridicule, 2%, quelque chose comme ça aux élections italiennes. En France, vous avez le parti de Christine Boutin, le parti chrétien-démocrate, mais qui pareil fait un tout petit score. Mais par contre, vous avez l'entrisme dans les grands partis. Et souvent, c'est soit dans les partis, on va dire, de la droite classique, par exemple l'enseignement de l'UMP, maintenant les Républicains en France, ou alors dans les partis d'extrême droite, classiques aussi, du style Rassemblement National ou la Ligue en Italie. Et cet entrisme, dans des partis traditionnels, permet justement après d'investir l'appareil hiérarchique de ces partis et de les réorienter sur les thèmes que désirent ces catholiques mobilisés contre l'idéologie du genre. Un exemple très concret, c'est en France, c'est Sens commun, qui est une émanation de la manifestation pour tous, qui a investi l'appareil des Républicains et qui était très présent dans l'appareil de campagne de François Fillon. Vous savez tous les déconvenues électorales de LR depuis, mais néanmoins, le fait que par exemple François-Xavier Bellamy ait été la tête de liste de LR montre assez bien les ramifications encore très présentes de Sens commun dans l'appareil du parti Les Républicains, qui continue d'ailleurs, puisque François-Xavier Bellamy, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est chargé de réélaborer le programme, le programme idéologique de la famille du parti populaire européen, donc le grand parti politique des droites classiques européennes. C'est lui qui est chargé de réélaborer l'axe programmatique de ce parti. Donc même là, Sens commun a investi massivement, via la personne de François-Xavier Bellamy, comment les droites traditionnelles européennes se réinventent autour de ces notions-là et pourront après les remobiliser. L'autre exemple, je le disais, c'est les partis d'extrême droite, où en Italie, il y a eu l'exemple de la Ligue, où quand elle était au gouvernement, le gouvernement de la Ligue, avec la personne de Matteo Salvini, soutenait massivement les mobilisations contre les droits LGBTI, allant jusqu'à tenir le congrès mondial de la famille en Italie contre l'égalité. D'autres exemples, évidemment, des partis qui sont proches des croisés catholiques contre l'égalité des droits se trouvent pour beaucoup en Europe orientale, notamment en Pologne, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, puisque justement, l'autre type de croisés contre l'égalité auquel on assiste de plus en plus, ce sont des États eux-mêmes. En Europe, vous avez tous vu le cas de la Pologne, où il y a maintenant des collectivités qui sont dites libres de LGBTI, où du coup vous avez un État qui est dirigé par un parti ouvertement homophobe, qui mène des politiques ouvertement dirigées contre l'égalité des droits. Vous avez un autre État également qui est très présent, et qui me permet d'anticiper un peu son autre question, c'est sur les relations que l'Église catholique a avec d'autres confessions, par exemple la Russie. La Russie est un des États les plus actifs dans la croisade contre l'égalité des droits, et l'État russe a des relations très profondes avec son Église orthodoxe de Russie, qui est également très conservatrice, et qui elle-même a des relations avec l'Église catholique pour lutter contre l'égalité des droits. Donc vous avez en gros trois types de croisés. Vous avez les croisés ordinaires, on va dire la troupe, qui sont ces militants classiques qui étaient investis dans d'autres mobilisations catholiques réactionnaires, qui peuvent s'investir dans des partis politiques pour essayer de les orienter sur ces thématiques-là. Et vous avez de plus en plus des États qui sont dirigés par ces partis ou qui sont idéologiquement proches de ce qu'essaie de mettre en place l'Église catholique et qui décident de mener au niveau international la charge contre l'égalité des droits. Tout ça pour vous montrer un peu l'ampleur et la diversité de ce qu'est cette croisade contre l'égalité des droits qui a lieu en Europe et la diversité des acteurs qui sont mobilisés.
j'en viens ensuite, du coup, maintenant que j'ai parlé de qui appelle à la croisade, qui sont les croisés, à la question de qu'est-ce qui fait que ces croisés rencontrent un succès populaire dans un certain nombre d'États. En gros, quel est l'objet de la bataille de ces croisés? Quand il y a eu le débat pour la Manif pour tous en France, une figure qui a été systématiquement mobilisée, c'est celle de l'enfant. L'enfant était l'argument premier qui était mobilisé dans les discussions en disant « pensez aux enfants et à la santé mentale des enfants, au développement de l'enfant ». Et le thème de l'enfant est quelque chose qui parlait aux gens. Pourquoi ? Parce que quand vous dites « enfant », dans notre société telle qu'elle est structurée, tout de suite vous pensez aux parents de l'enfant, et du coup vous pensez père, mère. Une partie du succès de la Manif pour tous vient du fait que justement elle a politisé cette notion de père et mère, puisqu'elle a porté justement, elle a raison d'ailleurs en ce constat-là, le fait que le combat pour l'égalité des droits vient interroger les rôles de genre qui sont traditionnellement assignés, en montrant qu'il n'y a pas une naissance de la maternité, une naissance de la paternité, et que deux hommes peuvent tout à fait remplir des fonctions parentales, et deux femmes peuvent tout à fait remplir des fonctions parentales. Et le fait d'interroger cette notion-là, ça interroge toute notre structuration de société qui repose sur la distinction entre deux genres, qui se naturalisent en deux sexes, et par la domination de l'un sur l'autre. Donc effectivement, la revendication pour l'égalité des droits telle qu'elle est portée interroge l'ordre patriarcal de notre société. Et ça, les opposants qui sont les croisés l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils portent aussi la charge à ce niveau-là, parce que du coup, ils se basent sur le fait que c'est tout l'ordre patriarcal de la société qui est remis en question par la lutte par l'égalité. Ce qui fait du coup qu'ils remportent un premier assise populaire, puisqu'ils mobilisent une défense conservatrice de l'ordre établi de la société qui est un ordre patriarcal. L'autre chose qui est souvent mobilisée, et c'est toujours sur la thématique de l'enfant et de l'ordre patriarcal, c'est souvent la figure du petit garçon, le petit garçon qui ne serait plus vraiment un petit garçon, parce qu'avec l'idéologie du genre, ça va devenir une petite fille, parce qu'il va jouer avec des poupées Barbie, il va mettre des trucs roses, en tout cas, ça ne sera plus vraiment un vrai homme. Et si ce n'est plus vraiment un vrai homme, ça permet de mobiliser deux figures fortement liées. Si ce n'est plus un vrai homme, il ne sera plus en mesure d'être un homme capable de se défendre, et du coup un homme capable de défendre sa société, ses valeurs, et notamment de défendre ses femmes. Ce qui permet de mobiliser la figure du surhomme, enfin de l'homme plus viril, qui est l'homme immigré. L'homme immigré qui lui resterait un vrai homme, et qui du coup menace les femmes des sociétés occidentales, et du coup c'est une peur qui est mobilisée, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, de si on commence à déviriliser nos propres garçons, alors qu'il y a une vague massive de migration, nous ne serons plus en mesure de défendre notre civilisation blanche chrétienne, de défendre le corps de nos femmes. Ce qui est une structure majeure des sociétés patriarcales. De même, vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup d'États européens, il y a de facto un problème de natalité, qui est très présent en Italie et dans un certain nombre d'États d'Europe centrale et orientale. Et du coup, c'est fortement lié avec l'idée que si on touche les fondamentaux de la reproduction de la société, du coup, ça va aggraver encore plus notre crise démographique et nous ne serons pas en mesure de survivre en tant que nation, parce que nous ne pourrons pas nous reproduire, notamment face aux dangers qui nous confrontent. Donc en mobilisant ces argumentaires-là, en mobilisant ce sens commun-là, effectivement, ça explique une partie du succès que peuvent rencontrer dans certains États les croisés, puisqu'ils interrogent, puisque justement ils mobilisent toute une partie de la structuration de notre société qui est fondée sur la primauté d'un genre sur l'autre, sur une dimension fortement basée sur le caractère blanc de la société, et du coup qui est mobilisée. Et c'est particulièrement vrai pour les pays d'Europe centrale et orientale. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, que ce soit la Pologne, que ce soit la Bulgarie, que ce soit la Croatie, sont des pays qui ont connu, comme vous le savez toutes et tous, une transition de régime des démocraties populaires, donc des régimes communistes d'État, qui régnaient vers quelque chose de nouveau. Et du coup, pour un certain nombre de ces États, notamment ceux qui réapparaissaient, comme par exemple la Croatie, après des années avoir appartenu à un autre État, il fallait réinventer l'identité nationale. Et tout d'un coup, il y a eu ce discours à partir des années 90 de réinventer l'identité nationale de cet État comme étant des vrais Européens. Et être un vrai Européen, c'est être blanc, et c'est être chrétien, catholique pour la majorité, orthodoxe pour certains. Mais dans tous les cas, ça a permis de refonder l'identité nationale de ces États après la sortie des régimes communistes d'État. Or, justement, le fait de voir l'égalité des droits, tout ce que ça interroge, ça vient fondamentalement remettre en cause ce discursif qui a refondé l'identité nationale des différents États d'Europe centrale et orientale. Et d'ailleurs, quand vous regardez en Pologne, les mobilisations contre l'égalité des droits
font souvent la comparaison entre la revendication d'égalité et le régime communiste. Vous avez énormément de caricatures où vous voyez des drapeaux arc-en-ciel avec dessus une faucille et un marteau. Et là, d'ailleurs, durant la campagne présidentielle en Pologne, le candidat à la présidentielle, réélu président Andrzej Duda, disait que l'idéologie LGBT était pire que l'idéologie communiste. Mais justement, l'idée est bien de dire que cette idéologie-là, du genre, telle qu'elle a été construite par l'Église catholique, est quelque chose d'étranger, quelque chose qui est imposé par une puissance extérieure pour s'aborder l'identité nationale. D'ailleurs, c'est très intéressant le fait que, souvent en France, on a dit la théorie du gender. Le fait de dire gender, d'employer le mot anglais, permet d'insister sur le fait que c'est quelque chose qui vient de l'étranger, des États-Unis, des facs américaines, et qui du coup ne nous est pas vraiment propre, et que c'est fait partie d'un agenda caché, secret, d'élite cosmopolite, qui cherche à détruire le peuple. Parce que ça aussi, ça fait partie du discours qui est mobilisé souvent par les croisés, c'est de dire qu'il y a d'un côté la majorité silencieuse, les gens qui sont attachés à la structure d'une papa, une maman, des enfants, et à côté, vous avez ces cosmopolites qui vivent à la norme des universités américaines, qui veulent imposer quelque chose d'étranger qui détruit nos sociétés. Et ce qui va d'ailleurs en lien avec quelque chose également qui fait partie du projet qu'a François-Xavier Bellamy au niveau européen, c'est la politisation conservatrice de l'écologie qu'essayent de faire les croisés, en disant l'écologie, c'est la défense de la nature, mais aussi également de la nature humaine, de l'ordre naturel. Donc c'est la défense des rôles traditionnels, père, mère, femme, homme, etc. Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas minimiser cette capacité que peuvent avoir les croisés à utiliser, on va dire, les situations majoritaires et les structurations de nos sociétés pour essayer de mobiliser contre l'égalité des droits, et comment ils investissent des termes, comme par exemple l'écologie, ça sera à mon avis de plus en plus le cas dans les années à venir, pour justifier une lutte contre l'égalité au nom de la défense de ce qui serait naturel. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de vous résumer en gros, et j'espère que c'était clair, sur qui a appelé à la croisade, qui étaient les croisés, qu'est-ce qu'ils ont mobilisé dans la société pour essayer d'avoir une assise populaire, et ce qui, je pense, qui sera les prochaines batailles à venir, à savoir comment est-ce qu'ils vont continuer à investir des termes, c'est-à-dire des signifiants qui circulent dans la société comme écologie, pour le prendre, le politiser et continuer leur lutte contre l'égalité des droits, qui en fait est toujours une lutte qui est devenue un constituant de leur identité. Donc voilà, je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, je suis preneur. Oui. Ouais, j'ai une question parce qu'on entend souvent le pape dire des choses à la fois homophobes et à la fois pro-LGBT. Du coup, c'est assez bizarre comme discours, quoi. On ne sait pas trop. Moi, parce que j'ai pas fait de recherche sur approfondie sur ce qu'il en pensait réellement et tout ça, mais comme il a une énorme influence auprès de ses fidèles et même global, je me demandais, est-ce qu'il y avait un vrai tournant qui était en train d'être pris, ou est-ce que c'était plutôt pour répondre à des critiques? Voilà, je ne sais pas si c'était une question. Alors, très clairement, le pape François n'a rien changé à la doctrine de l'Église sur le fond. Par exemple, lorsqu'il y a en 2016, le même pape François avait dit qu'il y avait une guerre mondiale contre la structuration de la société, il a dénoncé l'idéologie du genre. Et le pape François n'a absolument pas touché au fait que l'homosexualité dans le catéchisme de l'Église catholique est définie comme un désordre, comme quelque chose d'objectivement désordonné. La différence entre François et ses prédécesseurs, notamment Ratzinger, c'est le fait que c'est un jésuite. Et du coup, ce qui change, ce n'est pas la doctrine, c'est le rapport aux fidèles qui change. Ratzinger, c'était un théologien qui était à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc très attaché à la pureté doctrinale et à la pureté théologique. Donc il n'était pas du tout porté sur le pastoralisme, c'est-à-dire comment est-ce que tu gères la relation aux fidèles. Alors qu'à l'inverse, François, en bon jésuite, est très attaché à dire il y a le dogme, après il y a la relation aux fidèles. Et comment est-ce que tu reçois quelqu'un que tu considères comme pécheur dans la vie de l'Église, et du coup comment tu essaies d'adapter la pratique de l'Église pour l'accueillir, pour essayer de le remettre sur le droit chemin, sans rien changer au fond du dogme. Et c'est ça la différence de François. C'est qu'il va te dire qu'il n'est personne pour juger un homosexuel, mais parce qu'il n'est personne pour juger un pécheur de manière générale. Mais par contre, sur le fond du dogme, il n'a rien changé. Quand il dit par exemple, je crois que c'était en 2018, que les personnes homosexuelles avaient 2 ans de psychiatrie, il a gardé le même discours de fond que l'Église. C'est juste la pratique qu'il essaie de mettre en œuvre. Vers le fait qu'il parle de psychiatrie montre son orientation plutôt jésuitique de cet homme est pécheur, je ne le juge pas, mais j'essaye de corriger son orientation objectivement désordonnée. Donc en ça, François change juste la manière dont il met en œuvre son gouvernement de l'Église, mais il ne change pas le fond de la boutique de l'Église.
Sans compter qu'effectivement, au sein de l'Église, il y a des divergences qui existent parce que l'Église catholique peut héberger en son sein, c'est quand même une église de 1 milliard de fidèles qui est présente sur plusieurs continents, des différences d'appréciation. Mais même en France, tu prends à Paris, dans le même quartier, tu as le centre pastoral Saint-Méry, où tu as le prêtre qui fait la messe avec au centre les fidèles, ce sont les fidèles qui lisent les lectures, et il a parfois une écharpe arc-en-ciel, et puis il bénit les couples homosexuels, et puis à côté, tu as une église qui va faire la messe en latin. Mais parce que l'église catholique repose sur cette équipe de tolérer plusieurs formes de pratiques en son sein, à la condition expresse que d'une part on ne remette pas en cause le dogme, d'autre part qu'on ne remette pas en cause le pape. Donc ce qui fait que l'Église catholique a des divergences internes, mais qu'elle arrive à terre parce qu'il ne faut surtout pas faire apparaître les divisions de l'Église catholique par rapport aux autres églises, et parce que l'Église catholique est traumatisée par ce qui arrive aux anglicans par exemple. Ou au sein de la communion anglicane, tu as les églises par exemple en Angleterre qui sont très progressistes, où par exemple tu as des femmes qui sont ordonnées, tu as des évêques femmes mariés avec des femmes, et à l'inverse, d'autres églises anglicanes qui sont extrêmement conservatrices, et l'église anglicane est déchirée depuis des années sur le fait qu'elle arrive de plus en plus mal à coexister avec ces différentes tendances. Et c'est une préoccupation assez importante de la curie romaine, de régler les affaires en interne, mais d'éviter de déchirer l'église catholique avec un nouveau schisme comme elle avait pu en connaître après le Concile Vatican II. Si ça peut transitionner sur la question, parce que ça va être un peu loin, mais en gros, ça m'intéresse beaucoup et je pense que tu as entièrement raison sur ce que tu viens de dire sur François qui est un jésuite, c'est exactement ça. Il a une réaction de jésuite qui est très diplomatique et toujours dans l'arrangement. Après, je ne peux pas pour le supposer en bien, mais quand même, il y a pas mal de choses quand même qui se passent à son niveau. Après, il faut voir aussi que en fait, la curie a très peu changé et on a dit que François fait une énorme erreur, parce qu'il a beaucoup d'opportunités de renouveler les cardinaux, mais qu'il n'y a pas une vraie stratégie. Et qu'en vérité, il devrait, à mon avis, vraiment pousser un agenda progressiste. Bref, c'est un autre débat. Mais ma question, en fait, en gros, pour le dire clairement, moi je suis catho, c'est insupportable. Et tu parlais des divisions de l'Église catholique. Et en gros, il y a eu un moment vers mai 68, où, enfin, il y a eu plusieurs moments après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une énorme vague de progressisme, enfin, en tout cas de pensée et de personnes impliquées, que ce soit des laïcs ou des prêtres, qui étaient à gauche, alors très à gauche, qui ont eu la parole vraiment, qui étaient en position dominante de l'Église. Et en fait, il y a eu un retour de bâton énorme. Tout a été anéanti. Et aujourd'hui, en fait, la hiérarchie de l'Église catholique est en gros très proche d'une certaine hiérarchie orthodoxe environ la Constitution. Et la population, en fait, il y a une grande partie de la population qui n'est pas très politisée, du moins politisée dans l'Église. Il y a la minorité qui est active, elle est très proche des évangélistes, en fait, c'est une droite très dure. Et ce qui était avant la minorité active de gauche est devenu ça fait la peine, enfin, moi, par exemple, témoignages chrétiens, ils sont trop mignons. Mais en gros, c'est 3 catholiques et c'est des réformés, les calvinistes et des luthériens, quoi. Une espèce de division. Et en fait, ma question, c'est comment est-ce que nous, on peut faire la croisade pour essayer de contrer cette offensive-là? Parce qu'on a déjà perdu tellement de temps et de... Alors, je rebondis sur la première partie de ce que tu disais, puisque ça permet de renchaîner sur ce que je disais dans ma première partie, sur le rôle massif qu'a joué Jean-Paul II. Parce que comme tu l'as très bien dit, il y avait des tendances progressistes dans l'Église catholique, notamment avec tout ce qui était théologie de la libération, etc. Et où Jean-Paul II a mené l'offensive pour balayer intégralement tout ce qui est progressiste dans l'Église. Je prends un exemple, c'est l'Église catholique du Brésil, qui était une des plus progressistes au monde, où dès qu'il y avait un évêque qui partait, Jean-Paul II foutait quelqu'un de l'Opus Dei. Et c'est pour ça que l'Opus Dei a pris un poids démesuré sous Jean-Paul II, parce que dès qu'un évêque progressiste partait, il foutait un suppôt de l'Opus Dei, ce qui fait qu'en quelques années, tout ce qui est progressiste est devenu ultra réactionnaire, et justement, ça faisait partie de l'offensive générale de Jean-Paul II pour éradiquer tout ce qu'il percevait comme étant les menaces communistes et autres, plus la grande focale qui mettait sur la préservation de la famille. Après, tu as raison sur le fait que, de facto, de ce que j'en vois, la plupart des cathos de gauche, en fait, ont désinvesti l'Église, souvent pour aller dans des trucs de société civile. Au motif justement que, une fois, j'avais interviewé un catho de gauche qui disait que les cathos de gauche étaient votaient avec les pieds au niveau de l'Église, parce qu'en gros, ils ne protestent plus au niveau de l'Église, ils ont abandonné l'Église pour faire d'autres choses, puisqu'ils considèrent que l'Église est devenue quasiment irréformable, en tout cas qu'il y a une trop grande prévalence des conservateurs et des réactionnaire. Après, sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre cette égalité, je peux te répondre en tant que France Insoumise et militant en France Insoumise de ce que la France Insoumise et les autres forces progressistes peuvent faire. Après, si j'ai bien compris ta question sur comment est-ce qu'on inverse la tendance dans l'Église, ça, je n'ai pas de réponse à te donner. C'est à chaque fidèle catholique qui s'estime progressiste de voir comment est-ce qu'il mène
sa bataille dans l'Église. Mais On est un peu seul. En fait, il y a maintenant aux États-Unis, l'Église catholique américaine, il y a des grands mouvements de progressisme. On parlait des jésuites à Georgetown, il y a eu un énorme retournement. Et maintenant, l'administration de la fac de Georgetown, qui est des plus grandes facs américaines et qui est des plus vieilles facs américaines, a des positions qui sont qui sont pas mal quand même. Il y a des jésuites qui poussent un peu le truc. Il y a des gens qui poussent un peu le truc. Et en fait, en France, il n'y a pas d'organisation qui ne même pas de moyens de construire une organisation. Alors que le camp d'en face est ultra structuré. En fait. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir sur tout. C'est clair que c'était le candidat de l'Opus Dei, que l'Opus Dei l'a fait élire et qu'il a complètement anéanti, notamment dans l'armée alternative. non, ça c'est clair. Mais bon, j'ai pas de réponse à te donner sur quoi faire au sein de l'Église catholique quand tu es un fidèle catholique progressiste pour changer le rapport de force. Ouais, Fabrice. J'avais deux questions. Une première sur du coup, les pays d'Europe centrale et de l'Est / la Russie. Puisqu'on a aussi beaucoup dans ce discours l'idée que ça sera un truc d'occidental. Tu vois, donc du coup, je fais pas, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais du coup, on est quand même sur deux situations différentes où la Russie se pose complètement en opposition avec le monde occidental tel qu'il est porté de manière libérale, etc. Et ce libéralisme-là. Et à l'inverse, du coup, des pays de l'Europe centrale et de l'Est qui ont eu du coup un premier mouvement vers le monde occidental, mais donc du coup, au niveau de cet argumentaire-là, il y a quand même une espèce de dichotomie mentale. Voilà. Mais du coup, comment tu perçois, tu analyses ça? Et j'ai une deuxième question, du coup, qui est justement en lien avec ce que tu disais sur le pape François. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a des découlements aussi dans l'Église. Par exemple, je suis allé, j'étais à Lille il y a 2 semaines. Je me suis retrouvé dans un bar solidaire en plein milieu de Lille, et puis en fait, à force de lire les affiches, je me suis rendu compte que c'était un bar solidaire organisé par une association de l'Église catholique, par l'Église catholique. Donc très bien, ils font un truc solidaire, SDF et tout, c'était pas mal. Mais par exemple dans les toilettes, il y avait une affiche du coup en mode l'Église accueille les homosexuels, et donc justement pour faire un lien politique avec ce qui est porté par Bastien Lachaud, quand on parle de thérapie de conversion, il y a ce truc un peu difficile, un peu à cerner quoi, à quel point on arrive vraiment à une thérapie de conversion, à quel point, je pense que c'est un peu là où je reviens, mais les difficultés qu'on peut avoir à cerner de l'extérieur des violences qui peuvent être subies et qui peuvent être données. Et puis pour le coup, on peut parler de l'Église, mais on parlait d'autres religions, d'autres cadres religieux qui peuvent aussi organiser les thérapies de conversion. Les difficultés politiques à pouvoir vraiment bien analyser ça et deux questions. Je réponds sur ta première question où tu as raison de montrer la dichotomie et qui d'ailleurs en soi joue en notre faveur entre la situation russe et la situation des pays d'Europe centrale et orientale. En gros, quand ces pays se sont réinventés, tout ce qui est Pologne, Croatie, Hongrie, ils sont réinventés autour de l'idée qu'eux étaient des vrais Européens, donc des Européens chrétiens et autres, qui avaient vécu sous la tyrannie d'un régime étranger communiste, et que du coup, maintenant qu'ils ont été libérés, ils allaient revenir dans le sérail familial de on est entre Européens, civilisés, chrétiens, etc. Et c'était d'ailleurs ce qu'escomptait le Saint-Siège à l'époque. Quand Jean-Paul II était un ardent défenseur de l'élargissement de la construction européenne vers ces pays-là, lui misait sur le fait que ces pays qui restaient plus fidèles à la foi catholique que les pays d'Europe centrale seraient réévangélisés par ces nouvelles adhésions et que du coup tous les Polonais, tous les Hongrois qui iraient en Europe occidentale contribuaient à revitaliser l'Église catholique dans l'ensemble du continent. Donc il y a une dimension à l'époque, dans les années 90, assez offensive de la part des pays d'Europe centrale et orientale de on revient au bercail, c'est génial, enfin on est débarrassé des Ruskov communistes, et le Saint-Siège comme mode, youpi, ça y est, on va retrouver des catholiques un peu partout. Sauf que du coup ils se sont retrouvés confrontés à une situation où en fait les pays d'Europe occidentale, bon même si la situation est très imparfaite, ont quand même nettement plus progressé vers l'égalité des droits. Et ont instauré par exemple des lois contre les discriminations. Et du fait, notamment au niveau de l'élargissement, quand il y a eu ce qu'on appelle la mise en conformité avec l'acquis communautaire, il y a eu des obligations d'adopter des législations contre la discrimination. Et donc ces pays-là se sont retrouvés avec le fait que ce qu'ils estimaient être la famille était en fait devenu des dégénérés qui ne correspondaient plus à l'idée que eux se faisaient de ce qu'étaient des Européens. D'où le fait que dans le discours polonais ou dans le discours hongrois, tu as désormais une posture très victimaire on nous impose des choses qui détruisent la civilisation européenne, donc on se défend, on a une position de confrontation avec l'Europe de l'Ouest en disant on ne veut pas de ces normes-là et on refuse qu'elles s'imposent chez nous, donc on est prêt à mener un rapport de force
et à vous dire très ouvertement que nous ne voulons pas des valeurs qu'on nous a exportées parce que ce ne sont pas des vraies valeurs européennes, sachant que dans la famille de la droite européenne, comme je le disais, Orban est toujours au Parti populaire européen, il n'en est toujours pas exclu, et en 2018, il a organisé une université d'été sur ce thème-là en disant qu'en gros, sa bataille à lui, c'était de reconvertir l'ensemble de la droite européenne, donc de la droite occidentale, sur ces thèmes à lui, pour que l'ensemble de la droite européenne redevienne une vraie droite chrétienne-démocrate, conservatrice et réactionnaire sur ces sujets-là, pour pouvoir reconquérir l'Europe occidentale et faire une grande Europe unie autour de l'Église catholique et des racines judéo-chrétiennes, comme ils aiment bien le dire. Et ce à quoi d'ailleurs Bellamy répond en partie, quand Bellamy contribue à remettre ces thèmes-là au sein du Parti populaire européen. Et après, tu as raison de le dire, là où c'est une force pour nous, c'est que du coup, la Russie est très engagée sur ces thèmes-là, mais d'une posture qui est du coup plus proche de l'Église orthodoxe. Et ce qui fait qu'il y a une difficulté à faire une jonction entre ces deux branches de la famille réactionnaire contre l'égalité des droits, parce qu'ils se détestent entre eux. Parce qu'en général, les anti-LGBT polonais sont très nationalistes et du tout détestent les Russes. Et inversement, les nationalistes russes détestent les nationalistes polonais. Donc ce qui fait qu'il y a une difficulté de jonction qui se fait, mais ce qui fait que tu as une espèce de répartition des sphères en Europe dans la croisade. Où par exemple, du coup, les Polonais et les Hongrois restent sur la sphère des pays qu'on dit de Visegrad, et à l'inverse, les Russes sont très présents en Bulgarie. En Bulgarie, par exemple, les opposants à l'égalité des droits vont parler de guéropa, qui est un terme qui a été forgé en Russie pour dénoncer l'Europe occidentale et ses tendances à promouvoir des normes qui ne sont pas acceptables pour la Russie. Et par exemple, là, en ce moment, en Bulgarie, je ne sais pas à quel point vous êtes toutes familiers avec ce qui se passe en Bulgarie, mais tu as une grande crise politique en Bulgarie entre le président qui est un social-démocrate et le Premier ministre qui est de droite, du fait d'affaires de corruption, bref. Et du coup, pour lui se maintenir au pouvoir, il veut convoquer une espèce d'assemblée constituante bulgare, où dans la constitution, il veut mettre l'interdiction du mariage pour tous, en gros dire que le mariage est toujours entre une femme et un homme, proclamer le droit à la vie, donc remettre en cause le droit à l'avortement, parce que pour lui, c'est une manière d'essayer de faire une mobilisation populaire en Bulgarie pour rester au pouvoir en mobilisant les assises traditionnelles, sauf qu'il le fait d'un point de vue orthodoxe, puisque la Bulgarie est orthodoxe, donc du coup plutôt proche des positions russes. Mais en tout cas, tu as raison, il y a une dichotomie entre les deux qui existe. Fondamentalement, ils racontent la même chose, ils sont d'accord sur le combat, juste entre nationalistes, ils se détestent. Mais bon, pour le moment, ils ont ce modus vivendi de chacun s'est réparti sa sphère en Europe pour mener la croisade. Après, sur ta deuxième question, je ne suis pas sûr de l'avoir complètement compris, cela dit. En gros, tu dis comment est-ce que nous, en tant que militants politiques, on essaie de comprendre ce qui se passe de la part des acteurs religieux pour savoir comment est-ce qu'on agit par rapport à ça. C'est ça à peu près. Oui, parce qu'on peut très bien avoir des associations, des paroisses qui peuvent être très volontaires et faire un vrai travail d'acceptation de soi et sans forcément venir écraser psychologiquement les gens et à l'inverse avoir l'inverse quoi. Et donc du coup comme on est vachement dans un moment où on a toujours envie de tout le temps réguler le culte etc. Enfin voilà moi je trouve ça c'est un peu je trouve que politiquement c'est un peu compliqué à analyser, voir, savoir comment réagir. Ouais, je t'avoue que je suis pas sûr d'avoir une réponse sur ça, pour la même raison que la question qui a été posée tout à l'heure, sur en tant que force politique, comment tu te situes par rapport aux différentes forces confessionnelles et comment tu joues des contradictions qui peuvent exister entre elles. Je t'avoue que bon, j'ai pas fait d'enquête sociologique assez poussée sur ça pour te le dire, et puis même je sais pas si en tant que force politique on a forcément à se prononcer sur les divisions internes aux différentes confessions et sur comment est-ce qu'on joue ces divisions internes. Je te dirais qu'en tant que militant associatif, dans une association, je pense que tu peux en jouer. En tant que force politique, je suis pas sûr qu'au nom de la séparation des églises et d'État, tu vois, ça soit... 1905. Voilà, c'est ça, que ça soit vraiment quelque chose sur lequel on puisse se prononcer de comment est-ce qu'on joue des contradictions internes à une confession. Ouais. Sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur le plan culturel, j'avais envie de revenir sur un truc que tu as évoqué à la fin, c'est cette idée de défendre l'ordre naturel. C'est vraiment un concept qui nous pourrit la vie dans plusieurs luttes. Enfin, déjà, dans le cadre de la colonisation, pour défendre l'esclavage, il y avait cette idée qui était avancée par les esclavagistes que les Noirs ont des corps vigoureux, à même à travailler dans les champs, que c'est même bon pour eux en fait de leur assigner cette tâche-là. C'est un outil utilisé donc évidemment contre les droits des personnes LGBT, pour le sexisme aussi, hein, pour justifier que c'est tout à fait normal que les femmes soient davantage dans les métiers du care, pas forcément dans des professions aussi bien payées comme par hasard que celles des hommes.
c'est un gros problème aussi auquel on se confronte dans la lutte antispéciste. D'entendre que les animaux sont naturellement destinés à être exploités par les humains, à être mangés, et que c'est un espèce d'horizon indépassable. Et pourtant, nous, quand on parle d'écologie, on peut être amené à parler d'une certaine façon d'un ordre naturel quand on dit que la nature, c'est le lieu d'une certaine harmonie, d'équilibre naturel, etc. Je pense qu'on gagnerait à faire attention à la façon dont on parle de la nature pour ne pas renforcer ces idées-là. C'est un mot qui est aujourd'hui tellement connoté positivement, nature, que, à mon avis, pour se distancier de ce truc-là, on a besoin d'y réfléchir à deux fois avant de dire que la nature est le lieu, une espèce de modèle à imiter, duquel s'inspirer. En vrai, c'est un poison pour nous quand même. De toute façon, philosophiquement, la notion de nature, honnêtement, vaut mieux à part quelques cas comme l'écologie, dans l'ensemble, c'est vraiment un truc qui me fait très peur, en fait, parce que, en effet, la nature, c'est facile, on met tout dans la nature, et même quand on essaie, même pour promouvoir le mariage pour tous, de retourner l'argument naturel, parce que les gens me disaient c'est pas naturel, j'ai l'homosexualité dans la nature, mais c'est même pas un argument. Tous les comportements sexuels existent dans la nature, y compris les comportements sexuels qui sont clairement répréhensibles chez les humains. Je veux dire, donc la nature c'est cool. La nature c'est pas du tout cool, la nature c'est juste que c'est la nature en fait. Et que, nous, en tant qu'humains, on crée des normes morales, et que ces normes morales, elles n'existent pas. Je dirais qu'il faut en fait pas essentialiser la nature. Il ne faut pas faire de la nature une entité extérieure à la société humaine qui existerait et qui aurait ses propres règles. Et personnellement, je suis contre le fait qu'on utilise la nature pour justifier quoi que ce soit en permanence. Parce que justement, la nature n'a pas à être essentialisée, parce qu'il faut partir d'une conception où c'est un ensemble d'écosystèmes dans lesquels les êtres humains font partie. Les êtres humains interagissent avec les autres écosystèmes, interagissent avec la biosphère en général, sont partie de cette biosphère. Il vaut mieux partir d'une reconceptualiser justement notre rapport à la nature, qui n'est pas la ressource qu'on peut exploiter en permanence, mais qui n'est pas non plus cette espèce de déesse séparée où tout est super et tout est gentil, et puis on va vivre avec Poupi les petits oiseaux. Mais en gros, plutôt repartir du fait que les êtres humains font partie des écosystèmes, sont composantes actives de ces écosystèmes et que par leur interaction modifient ces écosystèmes et en retour ces écosystèmes modifient les sociétés humaines. Et du coup, cesser cette dichotomie absurde et concevoir de manière rationnelle, démocratique et collective notre rapport aux écosystèmes pour organiser non seulement notre survie en tant qu'espèce humaine, mais également notre survie en coexistence avec l'ensemble des autres écosystèmes. Ce qui est à mon avis tout le sens de quand on parle de planification écologique et de règles vertes, c'est comment est-ce que collectivement nous nous approprions le fait de faire partie des écosystèmes et d'être régis par eux autant que nous influons sur eux et de pouvoir déterminer collectivement un mode d'existence qui est compatible avec la survie de l'espèce humaine et également avec la survie du reste du vivant au sein des écosystèmes. Je vais donner une référence là-dessus, c'est une petite brochure qui s'appelle « En finir avec l'idée de nature, renouer avec l'éthique et la politique » d'Yves Bonarzel. C'est une brochure qui m'a pas mal remué, enfin, je suis tombé dessus. Et qui mentionne les exemples typiquement comme les débats sur la PLA. C'est clair que je suis d'accord, c'est l'idée de la nature. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Tu as beaucoup parlé de l'Église catholique et c'est normal parce que c'est vrai que c'est présent. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui rejoignent cette croisade sans être religieux ou alors d'autres, à part les chrétiens, parce que tu as dit aussi les orthodoxes, mais est-ce qu'il y a vraiment que des chrétiens? Non, justement, alors peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais quand je disais dans la troisième partie de comment est-ce qu'ils gagnent l'assise populaire, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas que des croyants qui rejoignent la mobilisation. Les croyants sont en gros la colonne vertébrale parce que c'est eux qui ont la structure, c'est eux qui ont le capital culturel, social, organisationnel qui savent qui contacter, qui savent comment faire pour organiser une manifestation, une mobilisation. Mais après, évidemment, oui, ils charrient plus large qu'eux, c'est-à-dire le but de la manif pour tous, et c'est aussi le but de ce que je disais tout à l'heure quand ils mobilisent une expertise qui se veut scientifique. Parce que s'ils arrivaient en Christine Boutin avec leur Bible comme ça en disant c'est écrit dans la Bible, à part eux-mêmes, ils ne mobilisent personne. Mais justement, ils ont intériorisé le fait qu'ils doivent développer un registre qui se veut scientifique en mobilisant des juristes, en mobilisant des psychanalystes, pour dire voilà ce qui est naturellement, et du coup en jouant sur la société a besoin de ces distinctions-là, indépendamment de si on est croyant ou pas. Et du coup en jouant sur ça, ils essaient de ratisser plus large, et je pense que dans une certaine mesure, ils y sont arrivés. Après, sur la relation avec les autres religions, la manif pour tous est un peu compliqué sur ça.
C'est compliqué. Bon, il y a la relation avec les autres confessions chrétiennes, donc les orthodoxes et les protestants. Bon, les orthodoxes, tu as des querelles qui existent encore entre orthodoxes et catholiques, mais grosso modo, sur ces luttes-là, ils sont d'accord, ils arrivent quand même à converger. Avec les protestants, ça dépend de quels protestants, et en France, l'église protestante est plutôt progressiste, donc n'est pas raccord avec l'église catholique, donc ils ne sont pas raccrochés au cortège. Après, la grosse confession avec laquelle l'église catholique, et en tout cas les croisés de la Manif pour tous ont un problème, c'est avec l'islam. C'est de savoir est-ce qu'ils essaient de s'adresser aux confessions musulmanes en disant « Regardez, on dit la même chose sur le régime familial, du coup, venez vous mobiliser avec nous ». Et l'autre côté, ils sont coincés par le fait que ce que je disais, un gros registre de leur mobilisation, notamment dans un certain nombre de pays, c'est de dire qu'il faut se mobiliser parce que les méchants musulmans vont venir nous remplacer et puis détruire notre civilisation chrétienne. Et la Manif pour tous n'est jamais sortie complètement de cette ambivalence de ne pas savoir comment se positionner par rapport aux organisations de confession musulmane qui pourraient être d'accord avec elle. Et inversement, il y a eu quelques organisations de confession musulmane qui ont rejoint la Manif pour tous, mais qui ne se sont jamais vraiment impliquées non plus parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les ressources ne sont pas les mêmes, le rapport aussi à l'État n'est pas le même parce que ce n'est pas le même historique de régime de séparation vis-à-vis de l'État. Donc il n'y a pas eu de grande convergence entre la confession catholique et d'autres confessions dans l'organisation des Manifs pour tous. Ça reste quand même d'abord et avant tout une mobilisation organisée par des catholiques et soutenue par des catholiques. Parce que j'avais déjà vu j'ai demandé ça parce que j'ai déjà vu des explications athées un peu. Ça dérive un peu du truc du remplacement, les élites cosmopolites et tout ça. Et j'avais déjà vu aussi sans la version catholique, c'est-à-dire il y a des grands milliardaires inspirés des facs universitaires américaines qui financent les assos LGBT dans les pays, même en Pologne et tout ça, ils agitent des milliardaires, souvent juifs d'ailleurs, qui sont étonnants. Voilà, ils agitent Soros et tout ça. Bon, et en fait, ça, il n'y a pas besoin d'être catholique pour croire à ça. Non, c'est une explication presque assez. C'est le complot juif presque à l'ancienne qui n'existe pas que chez les chrétiens. Non, bien sûr, tu as raison de ça, mais par contre, ce qui est indéniable, c'est que le gros de la structure de la manifestation a été faite par des catholiques. Et c'est ce que je disais, forger le concept de théorie du genre et le porter sur la scène publique et l'investir d'une certaine signification, c'est l'Église catholique qui a fait ce travail-là et personne d'autre. Clément ? En France, il y a aussi un acteur dont on a un peu parlé, mais qui est organisé, qui était plus organisé dans les années 70 jusqu'aux années 90, c'est le milieu psychanalytique en fait, avec des écoles de pensée qui étaient souvent très très réactionnaires sur la manière de formaliser, de faire un discours sur qu'est-ce que c'est que la famille, qu'est-ce que c'est que la parentalité, qu'est-ce que c'est que l'enfant, qu'est-ce que c'est qu'être mère, qu'est-ce que c'est qu'être père. Et sur ça, il y a une convergence qui s'est faite dès les années 90 et c'est aussi intéressant de voir ça parce que il n'y a pas uniquement, c'est pas un discours comment dirais-je religieux. Des gens comme Badinter etc. Elles viennent pas de ce milieu-là, elles viennent de la gauche entre guillemets, du Parti socialiste pour la plupart. Et ils ont eu cette conversion-là, et on les a retrouvés quelque part à la fin, dans les années 80, les 2000, même avant, puisque dans les années 90, on les a déjà retrouvés avec le PAX, avec le PAX, avec les CUS, etc. Il y a notamment Didier Rimon qui a fait pas mal d'articles, notamment des chroniques dans les années 90-2000 sur l'état de la mobilisation contre les personnes LGBTI. Et c'est assez intéressant de voir que eux-mêmes, en fait, le milieu psychanalytique, qui était pourtant très anti-clérical sur plein de points, a convergé en fait sur ces trucs-là. Il y a une alliance, et en France, on l'entend beaucoup en fait. En France, le pouvoir des psychanalystes il est beaucoup moins fort qu'avant parce que les gens ils parlent plus, ça n'intéresse plus trop le monde, mais en fait dans les milieux, par exemple sur les débats sur la PMA, sur les débats sur le mariage pour tous, qui est-ce qu'on invite à l'Assemblée nationale dans des commissions d'audition pour éclairer le parlementaire, parfois c'est des personnes clairement réactionnaires qui en fait introduisent via non pas un discours religieux mais un discours soi-disant universitaire ou scientifique. Et ce que je trouve intéressant, c'est c'est plutôt ça ma question, c'est est-ce que c'est
exclusivement un cas français ou est-ce que c'est pas aussi présent dans d'autres pays, je sais pas, en Allemagne, je connais pas du tout ces pays-là, mais est-ce que c'est que en France qu'il y a non pas des gens qui religieux se cachent en disant qu'ils sont en fait pas du tout religieux mais scientifiques. J'ai l'impression qu'en France c'est un peu l'effet inverse. Il y a des gens qui sont scientifiques, entre guillemets, qui qui se rapprochent des religieux et qui par contre continuent à se... Non, je ne dirais pas que c'est un cas isolé en France, parce qu'en Allemagne, plus que les psychanalystes, ce sont les juristes qui sont mobilisés, en disant que le droit a besoin de distinction claire, et qu'une distinction claire, c'est un père, une mère, et que ça correspond à un sexe biologique, et que du coup, si on remet en cause ça, on remet en cause toute la société. Du coup, en Allemagne, la figure du juriste est beaucoup mobilisée, et effectivement, un peu comme ce que tu dis en France, tu as les juristes qui sont déjà dans la sphère catholique, qui ont mobilisé ce discours-là, et après, qui ont convergé avec d'autres collègues à eux, qui sans être forcément religieux, ont dit c'est vrai que si on fait passer ça, ça remet en cause tous les fondements de notre droit. Donc en Allemagne, il y a eu beaucoup les juristes. En Italie, tu as des juristes et des psychiatristes. Gianfranco Amato, c'est un juriste qui a fondé les juristes pour la famille en Italie, et pareil, ce sont des juristes qui, pour certains, sont déjà proches de l'Église catholique, ce qui est le cas de Gianfranco Amato, qui était déjà engagé dans la lutte contre l'avortement, mais après, où tu as d'autres juristes qui ont rejoint ça sans être forcément catholiques de base. Hein. Mais en tout cas, oui, mais ça fait partie d'un des succès de ces mobilisations. C'est le fait d'avoir mobilisé le registre de l'expertise, entre guillemets, et après d'avoir su élargir à, justement des experts qui n'étaient pas traditionnellement dans sa sphère d'influence, pour venir légitimer le discours qu'elle porte. Et comment t'expliques que, par exemple, en Espagne, ce n'a pas été les mêmes mobilisations qui sont créées, alors que c'est un pays très religieux? C'est une bonne question, je t'avoue, parce que l'Espagne n'est pas dans mes cas d'études. Je dirais deux choses. D'une part, je pense que bon, il y a un poids du franquisme qui est encore très important en Espagne, et ça se voit d'ailleurs là dans le gouvernement actuel qui se tape une opposition de droite qui défend énormément la mémoire de Franco et qui attaque régulièrement le gouvernement sur les mesures qu'il peut prendre sur le fait qu'il serait les promoteurs d'une théorie du genre. Je pense que ce qui a joué pour l'Espagne, c'est d'une part que l'Église n'était pas encore en pointe sur ces sujets-là quand c'est passé en Espagne. L'Espagne, c'est début des années 2000 et l'Église commence tout juste à investir, comme je le disais, c'est 2003 où elle forge vraiment le concept de théorie du genre et où elle commence à prendre la mesure de la menace et du coup à s'organiser. Donc je pense que pour l'Espagne, l'Église catholique n'était pas encore prête à mener le genre de bataille qu'elle a pu mener ailleurs. L'autre chose que je mettrais en supposition, encore une fois ça sera à vérifier comme c'est pas mon cas d'étude, c'est que je pense que justement en Espagne, l'Église est tellement décrédibilisée par sa collusion avec le régime de Franco qu'elle a perdu beaucoup de l'autorité morale qu'elle pouvait avoir par ailleurs. Parce qu'en France, bon, il y a un anticléricalisme qui est très fort et une relation très conflictuelle entre Église et État, mais l'Église catholique ne s'est pas délégitimée à ce point avec un régime autoritaire en France. De même, en Italie, l'Église, bon, elle a l'influence qu'elle a, mais elle ne s'est pas décrédibilisée dans un soutien à un régime comme celui... Bon, il y a la relation avec le fascisme, mais c'est pas la même chose qu'en Espagne. Donc je pense que l'Église espagnole a davantage souffert de sa collusion avec le franquisme que d'autres églises, ce qui pourrait expliquer aussi le fait qu'elle n'ait pas réussi à mobiliser autant au niveau populaire. Je ne sais pas si ça te satisfait. Mais... Moi, j'aurais rajouté un petit truc sur ce que tu disais. Que tu l'as dit, et puis tu as aussi par exemple tout le coup des affaires royales, aussi les affaires de corruption, etc., qui du coup mettent directement, portent atteinte directement à l'image de l'Église catholique. Mais je dirais aussi que je pense que effectivement le contre-coup de Franco, moi je pense que ça a vraiment une grosse emprise populaire et qui est notamment par exemple, si on en parlait avec un monsieur qui est venu nous parler de ça au salon des associations, qui nous a posé cette question, et justement lui il évoquait la Movida, qui est du coup le courant cinématographique, enfin pas que cinématographique, mais dont le cinéma avec Almodovar, etc. Et où en fait, tu as eu du coup un mouvement culturel très très fort, national, enfin du coup, qui a quand même aussi, je pense, contribué à instaurer une sorte d'identité nationale qui avait besoin de se réinventer après le franquisme dans ce mouvement de libération. Et je pense que ça s'est un peu retrouvé dans la Movida, et donc du coup, notamment avec sur les questions LGBT, la Movida, c'est quand même assez explicite. Donc je pense que ça participe aussi dans l'ancrage populaire, en tout cas, à avoir atténué un petit peu les secousses
du catholicisme ou de l'Église. Puis les représentants de l'Église catholique au niveau local en Espagne sont beaucoup plus petits sur pas mal de questions. Tu vois, tu as la hiérarchie un peu exposée, quoi. Donc il n'y a aucun évêque qui ouvre sa gueule, et les prêtres sont. Moi j'ai entendu des histoires de prêtres qui, qui a déjà pas mal d'années, bénissaient des couples homosexuels, s'ils le savaient, voilà quoi. De ton question en Espagne, alors qu'en France c'était beaucoup plus compliqué. De la même façon, en France, moi j'ai vu aussi des prêtres catholiques qui n'avaient rien contre les divorcés alors que certains autres les refusaient. Ils acceptaient aussi les couples gays sans aucun problème particulier. Quoi. Non, il y a une question de personne. Oui, bien sûr. Et là, je me permets de répondre, enfin de rebondir en fait sur ce que j'ai entendu. En Espagne, j'ai des amis qui viennent de l'Ebre et qui y retournent très régulièrement. Et ils sont très catholiques, mais ils disent toujours en fait que peu importe ce qui est dit en fait au niveau de la hiérarchie, en fait, ils s'en trouvent complètement où ils vivent leur foi et point quoi. Et il est hors de question qu'ils se laissent embarquer par des mouvements comme la Manif pour tous quoi. Donc les personnes sont aussi très importantes, il ne faut jamais les négliger. Non, bien sûr. Ouais. Parce que là, on était du côté occidental, enfin européen, énormément. Il y a aussi tout le mouvement de réaction extrêmement important et religieux dans l'Amérique latine et du Nord, avec les courants évangélistes. Et on a quand même, en fait, en France, des très fortes communautés évangélistes, assez éclatées, pas unifiées, comme on peut retrouver en Amérique latine. Et est-ce qu'il y a des rapports, quand même, qui existent entre Sens commun, La vie pour tous, Allons enfants, et les évangélistes en France? Oui, je te dirais que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a eu la Manif pour tous en tant que telle, il y a eu des contacts avec d'autres confessions chrétiennes et d'autres confessions religieuses pour voir les convergences qui pouvaient exister après. De manière générale, au niveau global, les relations sont plutôt conflictuelles entre les évangélistes et l'Église catholique, notamment parce que les évangélistes chassent beaucoup sur les terres de l'Église catholique un peu partout dans le monde. Donc il y a eu des convergences, oui, sur cette question-là spécifique. En tout cas, ça se limite justement à ce genre de mobilisation très spécifique où il y a convergence d'intérêts. Sinon, il n'y a pas de stratégie de l'Église catholique de chercher un rapprochement avec les évangélistes parce que les désaccords doctrinaux sont énormes et parce qu'elles sont en concurrence directe sur un certain nombre de territoires. Il y a un rapprochement de certaines communautés dans le mouvement charismatique sur le continent américain en anthropologie. Parce qu'il y a des mouvements charismatiques chez les catholiques qui se rapprochent de mouvement charismatique chez les évangélistes. Par exemple, le mouvement de Amy Coney Barrett, qui en fait la personne que Trump a nommée pour le poste vacant à la Cour suprême, elle est le fameux mouvement People of Praise dont elle fait partie. C'est un mouvement qui est plus ou moins chapeauté, censé être catholique en fait, qui rassemble des personnes de plusieurs confessions chrétiennes, et donc un mouvement charismatique, qui en fait fonctionne comme pas mal d'églises évangélistes un peu bizarres. Et eux, ils ont un agenda, par exemple, des politiques qui est plus que conservatrice. D'autres questions ou sinon je crois qu'on a épuisé. Oh ouais, je pense que. Ouais. Merci beaucoup.